Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube pour un nouveau cours de chimie générale. Aujourd'hui, je souhaitais, pendant quelques minutes, faire un bilan sur l'enseignement concernant les bases de la thermodynamique, d'une part, les équilibres et quelques applications. Je vais voir avec vous deux exemples qui sont des exercices types que je donne depuis de nombreuses années aux étudiants en première année. Et on va voir combien il est intéressant de comprendre et d'être capable de manipuler ces constantes d'équilibre. Tout d'abord, je vous rappelle que nous avons vu dans les cours précédents que l'approche thermodynamique permet de définir la notion d'équilibre, et d'équilibre chimique en particulier. Et on dit, en thermodynamique, qu'on a atteint l'équilibre lorsque la variation d'enthalpie libre, ΔG, est égale à 0. Lorsque la réaction est spontanée et irréversible, cette variation d'enthalpie libre, ΔG, est négative. Et lorsque la réaction n'est ni spontanée ni réversible, eh bien le ΔG est supérieur à 0. Et grâce à une question de l'un d'entre vous, il m'a paru important de préciser le vocabulaire que l'on utilise pour ces réactions spontanées irréversibles ayant un ΔG négatif. On dit qu'elles sont exergoniques, et c'est un terme qui normalement est utilisé par vos professeurs en biologie. En effet, lorsque un système présente un ΔG négatif, donc lorsque le processus est spontané et irréversible, alors on dit que la réaction produit un travail. Et il ne faut pas confondre la production de ce travail, ΔG négatif, avec le caractère exo- ou endothermique que j'ai déjà défini dans ce cours. En effet, on réserve le terme endo- ou exothermique à la variation d'enthalpie ΔH, tel que c'est indiqué dans l'encadré de la vidéo. Et nous pouvons, et il y a des exemples bien sûr, je vais vous en donner un, nous pouvons avoir une réaction exergonique, donc spontanée et irréversible, qui a donc un ΔG négatif, mais qui en même temps est endothermique. Et ça veut dire si on regarde la variation de ΔH, alors le ΔH est positif. C'est par exemple le cas de l'évaporation de l'eau. Si on regarde les valeurs qui sont rappelées, les valeurs approximatives que je mets dans cet exemple, le ΔH de vaporisation de l'eau, on appelle ça aussi la chaleur latente, vaut à peu près 50 kJ par mol. Eh bien, avec un ΔS de la transition liquide-solide, liquide-gaz, de environ 0,13 kJ par mol et par Kelvin, je parle là de la variation d'entropie, eh bien, si vous regardez en dessous ou au-dessus de 100 degrés Celsius, au-dessus, vous avez une réaction qui est exergonique, ça veut dire dont le ΔG est négatif, mais néanmoins, la variation d'enthalpie est négative. Ça veut dire que c'est une réaction qui consomme de l'énergie, de la chaleur pour se produire. Et donc, il est important pour vous que ces termes soient tout à fait clairs et on ne peut pas les confondre. Donc je rappelle encore une fois avec le support de l'encadré de la vidéo. Exergonique, c'est lorsque ΔG est négatif et endothermique, c'est lorsque le ΔH est positif. Et nous avons aussi des réactions endergoniques lorsque ΔH est positif et on peut très bien avoir une réaction endergonique avec un ΔH négatif, ça veut dire exothermique. Tout ceci existe et il faut bien évidemment bien préciser les termes pour qu'on puisse se comprendre. Donc merci beaucoup à celui qui m'a proposé de préciser la définition de ces termes importants en thermodynamique. Donc maintenant je souhaite revenir encore quelques instants à la notion de constante d'équilibre. Vous avez compris que lorsque l'on écrit correctement la variation d'enthalpie libre sur un système en cours,
eh bien, on voit que l'on peut en fait associer ce système à ce qu'on appelle un quotient de réaction. Et l'écriture générale du quotient de réaction, c'est l'écriture qui est rappelée dans l'encadré. Et lorsque le processus arrive à l'équilibre, ce qui arrive souvent, ça veut dire delta G strictement nul, alors ce quotient de réaction devient une constante d'équilibre qui s'écrit exactement de la même manière. On en avait discuté dans d'autres parties du cours. D'un point de vue strictement thermodynamique, ce sont les activités que l'on retrouve dans le quotient de réaction et dans les constantes d'équilibre. Mais habituellement, lorsqu'on exprime les choses dans des solutions, on parle de concentration. Et lorsqu'on est dans des systèmes gazeux, on va parler de pression partielle divisée par la pression totale du système, afin que les constantes d'équilibre soient sans dimension. Mais ceci n'est pas très important pour comprendre ce que sous-tendent cette existence de constantes d'équilibre. Donc vous, ce qu'on vous demande en première année à l'université, c'est d'être capable d'écrire très rapidement la constante d'équilibre ou le quotient de réaction pour n'importe quel système chimique qui évolue ou qui est à l'équilibre. Ceci étant dit, je vais prendre maintenant deux exemples pour vous montrer l'intérêt de la maîtrise de ces constantes d'équilibre pour résoudre des problèmes de chimie très concrets. Le premier exemple, qu'on va trouver donc en encadré à côté de moi dans la vidéo, c'est un équilibre, une réaction entre le monoxyde de carbone, CO, avec l'hydrogène qui donne du méthanol. C'est expliqué sous forme d'un exercice. Donc l'exercice nous dit, on introduit 0,1 mol de CO dans un ballon de 2 litres maintenu à 427 degrés Celsius. On ajoute de l'hydrogène jusqu'à ce que la pression totale du mélange soit de 7,1 atmosphères et le mélange réactionnel contient alors 0,06 mol de méthanol. Pour résoudre la question qui est posée, quelle quantité de H2 doit-on introduire ou a-t-on introduit dans le ballon pour réaliser cet équilibre? Eh bien, il convient d'écrire le tableau d'avancement de cette réaction tel que c'est indiqué à côté de moi. Donc on écrit CO plus 2H2 donne CH3OH. On écrit clairement sur une première ligne qu'est-ce qu'on a au départ. Au départ, on a 0,1 mol de CO, c'est ce qui est donné dans l'énoncé de l'exercice. Ce qu'on cherche, c'est la quantité bêta en nombre de moles, donc l'hydrogène. Et au départ, il y a 0 mol, bien sûr, de méthanol. Et vous voyez, il est intéressant de créer une dernière colonne dans laquelle on va introduire le nombre total de moles. Si on fait 0,1 plus bêta plus 0, ça fait 0,1 plus bêta, bien évidemment. Ensuite, à l'équilibre, que se passe-t-il? Eh bien, on écrit que la réaction s'est produite, donc on a produit un petit peu de méthanol. Donc la quantité de CO qui va rester, c'est 0,1 moins X. La quantité de méthanol produite, c'est X. Et maintenant, tenant compte du coefficient stoichiométrique 2 devant l'hydrogène, eh bien, vous voyez bien que la quantité d'hydrogène à l'équilibre, c'est bêta, la quantité initiale, moins 2X, bien évidemment. Alors, on vous donne X, on vous dit que c'est 0,06 mol de méthanol. Donc, on peut maintenant aller un peu plus loin. On sait que X vaut 0,06, donc on met 0,06 à la place de X. 1 moins X, ça fait 0,04. Et la quantité d'hydrogène, c'est bêta moins 0,12. Alors, comment on peut trouver bêta? Vous avez remarqué que c'est un équilibre en phase gazeuse. Et on sait que la pression totale est liée au nombre de moles total que nous avons d'ailleurs toujours indiqué dans notre dernière colonne. C'est bêta moins 0,02. Eh bien, il suffit d'exprimer ce nombre de moles en fonction de la pression totale que l'on connaît puisqu'elle vous est donnée dans l'exercice 7,1
atmosphères. Et donc, vous cherchez comme ça le nombre de moles, vous l'exprimez en fonction des données qui sont proposées dans l'exercice. Et de cette manière, on trouve bêta, tel que c'est indiqué dans le calcul légèrement détaillé à côté de moi. Donc voilà comment on aborde les problématiques d'équilibre. Et il faut bien comprendre ce que ça signifie, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, cet équilibre a atteint sa constante d'équilibre et on peut, maintenant que l'on connaît le nombre de moles de CO, de H2 et de méthanol, on peut à partir de là calculer la constante d'équilibre qui aura une valeur qui est proposée là dans l'encadré à côté de moi, mais bien sûr une valeur qui n'est valable seulement à 427 degrés Celsius. Si on change la température, la valeur de la constante d'équilibre change. C'est une petite formule que je vous ai montrée dans un autre cours. Donc voilà le premier exemple concret, et c'est ce type d'exercice que vous aurez lors de vos évaluations. Ensuite, il y a un autre exercice qui me semble très intéressant et qui sera proposé dans les travaux dirigés pour les étudiants de première année de licence filière biologie à Strasbourg. C'est un équilibre hétérogène de décomposition du carbonate de calcium. L'énoncé apparaît maintenant à côté de moi. Donc on vous dit, voilà, on connaît un équilibre, carbonate de calcium solide donne de la chaux, CaO solide, plus du CO2 gazeux, donc c'est bien un équilibre hétérogène. Et on connaît la valeur de la constante d'équilibre à 1100 Kelvin, ça vaut 0,36. Alors première question, et vous allez voir que si on est capable de répondre à ces questions et de tracer les graphiques qui vous sont proposés, eh bien, ça veut dire qu'on sait bien ce que signifie un équilibre et pourquoi un équilibre a tendance à aller vers sa constante. Alors, on introduit progressivement du carbonate de calcium dans une enceinte d'environ 20 litres, maintenue donc à 1100 K. Il faut travailler à cette température puisque la constante de 0,36, c'est la valeur à cette température. Donc, on vous demande de représenter graphiquement la variation de la pression en atmosphère de CO2 dans l'enceinte en fonction de la quantité de carbonate de calcium que l'on introduit dans l'enceinte. Alors, peu importe le détail des calculs, même s'ils sont proposés dans l'encadré, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous mettez du carbonate de calcium dans cette enceinte à 1100 Kelvin, eh bien, que va-t-il se passer ? Eh bien, l'équilibre nous dit que le carbonate de calcium va commencer tout de suite à se décomposer en chaux plus CO2. Pourquoi ? Parce que l'équilibre est déplacé vers la droite, puisque pour l'instant, nous n'avons pas atteint cette constante de 0,36. Puisque, je vous fais remarquer que comme nous avons deux solides et un gaz, eh bien, pour représenter cet équilibre, ça ne dépend que de la pression de CO2. Donc le Kp, c'est simplement la concentration de CO2, ou si vous voulez la pression de CO2, et c'est tout, puisque les activités des solides sont pris et considérés égaux à 1. Donc cet équilibre ne dépend que de la pression de CO2. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on commence à mettre du carbonate de calcium dans l'enceinte, on n'est pas du tout au 0,36, qui est la valeur d'équilibre de cette décomposition du carbonate de calcium. Donc on décompose le carbonate de calcium et donc on produit de la chaux et du CO2. Et donc, naturellement, qu'est-ce qui se passe ? La pression de CO2 augmente petit à petit. D'ailleurs, c'est directement proportionnel en nombre de moles à la quantité de carbonate de calcium qu'on introduit. Pour une mole de carbonate de calcium, on produit une mole de CO2. Et ceci se produit jusqu'à ce qu'on atteigne dans l'enceinte une pression de 0,36 atmosphères, pression bien sûr de CO2. Et à ce moment-là, eh bien, vous pouvez rajouter du carbonate de calcium autant que vous voulez, l'équilibre ne se déplacera plus vers la droite, ça restera en l'état, puisque
même si vous rajoutez du carbonate de calcium, eh bien, on considère que ça ne change pas profondément le volume, on considère que la différence de volume est négligeable. Comme vous avez déjà atteint 0,36, la constante d'équilibre, l'équilibre est constant, il a atteint sa constante, il ne modifie pas son état ni vers la droite ni vers la gauche. Donc, on obtient le premier graphique que je vous mets maintenant dans la vidéo. Deuxième question, à la même température bien sûr, pour garder la même valeur de la constante, eh bien, on va introduire cette fois-ci, dans la même enceinte, 5,6 g de CaO et on va faire rentrer progressivement du CO2. Et là aussi, cette fois-ci, on vous demande de représenter graphiquement la variation de pression de CO2, mais en fonction de la quantité de CO2 qu'on introduit dans l'enceinte. Alors là, que va-t-il se passer? Eh bien, vous avez du carbonate de calcium et vous mettez sur ce carbonate de calcium du CO2. Eh bien, tant que la pression de CO2 n'atteint pas 0,36, eh bien, l'équilibre n'est pas atteint. Donc, au début, la seule chose qui se passe, c'est que vous avez la pression de CO2 qui augmente, mais la chaux, CaO, ne réagit pas avec CO2. Et la chaux commence à réagir avec CO2 lorsque vous atteignez une pression de 0,36 atmosphères dans votre enceinte. À ce moment-là, si vous continuez à rajouter du CO2, eh bien l'équilibre, selon le principe de Le Chatelier, il veut chaque fois s'opposer à l'augmentation de pression et donc l'équilibre va vers la gauche. Vous commencez à fabriquer du carbonate de calcium. Et ceci, bien sûr, jusqu'à ce que vous ayez consommé toute la quantité de chaux de CaO. C'est la raison pour laquelle vous avez, et je l'introduis maintenant dans la vidéo, vous avez l'allure de la courbe qui est représentée là. Vous ferez des calculs pour voir si vous retrouvez bien les masses qui sont à peu près exactes de mon corrigé. Eh bien, effectivement, la quantité de CO2 pour obtenir 0,36 atmosphères, ça va correspondre à 3,51 g de CO2. Il suffit de connaître la masse molaire de CO2, ceci est très facile. Et ensuite, eh bien, pour aller jusqu'à 7,91, ça correspond à la consommation de toute la masse de CaO que nous avons mis au départ dans l'enceinte, à savoir 5,6 g. Et lorsqu'il n'y a plus de chaux dans l'enceinte, bien sûr, si vous continuez à rajouter du CO2, eh bien ce CO2 ne réagit avec plus rien et donc la pression de CO2 recommence à augmenter. Donc je vous prie vraiment, si vous voulez vous exercer sur un équilibre hétérogène, de refaire tranquillement cet exercice chez vous, de bien retracer ces courbes que je propose dans la vidéo. Et lorsque vous maîtrisez cet exercice sur le carbonate de calcium, je pense que vous comprenez ce qu'est un équilibre hétérogène, quel est le sens d'une constante d'équilibre en chimie. Et c'est très important pour la suite de notre cours, puisque après ça, nous allons encore regarder un tout petit peu les diagrammes d'état, mais pour ça, il faut vous reporter à 2 ou 3 vidéos qui sont déjà présentes sur ma chaîne YouTube. Et après, on pourra, à partir de ces connaissances, eh bien, réétudier ensemble et avec des bases solides dans les équilibres et quelques notions de thermodynamique. On verra les équilibres d'oxydoréduction, les équilibres acido-basiques de Bronsted dans l'eau, puis les réactions de complexation et de précipitation. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à bientôt.